Je voulais d'abord commencer donc ce nouveau rendez-vous initié, organisé par la médiathèque départementale des Landes et le conseil départemental. Remercier Anne Pauly d'avoir accepté l'invitation de la médiathèque départementale elle va évoquer ce soir Avant que j'oublie, son magnifique premier roman publié aux éditions Verdier. Première question, voilà, quelle a été la genèse de ce roman Avant que j'oublie, très beau titre, publié donc aux éditions Verdier et prix du Livre Inter 2020. Donc, à l'âge de 40 ans, j'ai profité d'une période de chômage. J'avais une histoire de légitimité aussi. Vous savez, cette histoire de classe sociale, il y a ceux qui peuvent écrire et puis il y a ceux qui ne peuvent pas. Donc ça me travaillait beaucoup et je n'arrivais pas à me libérer de cet a priori sur qui a le droit d'écrire et qui n'a pas le droit d'écrire. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que tu as raconté? Et finalement, ce qui était le plus racontable, en tout cas le plus, comment dire ça, le plus fou qui m'était arrivé récemment, c'était le décès de ce père et la mort. Et ça m'avait semblé tellement rocambolesque, tellement presque fictionnel, tellement aussi romantique. Enfin, ça m'avait semblé être une œuvre de pure fiction, tout ce moment-là qui suit la mort, en tout cas le moment qui la précède et surtout le moment qui la suit, que je me suis dit, je vais raconter ça, c'est quand même dingue, cette histoire de mort. Donc voilà, la genèse de ce texte, c'est ça. Et pendant mon master, il fallait que j'avance dans le texte au fur et à mesure. J'étais censée présenter l'avancement de mon texte régulièrement. Et ce qui est amusant, c'est, vous voyez, comme on est toujours un peu aveugle à soi-même, j'ai toujours pensé que c'était un side project, que je faisais ça, j'avais fait ça pour rentrer dans le master, mais qu'en fait, ce n'était pas ça mon projet. Mais finalement, mon projet, c'était bien celui-là. Et j'ai écrit ce texte pas à pas, si je puis dire. On peut dire que l'écriture de ce texte a été corrélée au temps du deuil, c'est-à-dire que ça ne s'est pas écrit d'un coup. Alors, d'abord, c'est difficile d'écrire. Je ne sais pas si certains d'entre vous écrivent, mais il y a cette histoire dont il y a toujours plus urgent à faire que d'écrire. Il faut briquer la cuisine, prendre des billets de train, enfin voilà, faire des choses plus importantes. Donc ça, c'était compliqué. En plus, le sujet, évidemment, c'était retourné sur des pas qui avaient précédé, donc c'était pas forcément facile. Et puis non, au fur et à mesure, les choses se sont décantées, en fait. Au départ, c'était vraiment le titre dit bien cette démarche-là, parce que ayant perdu aussi ma mère de bonne heure, moi, je me suis rendu compte que d'elle, je ne me souvenais de rien. J'avais plus le son de sa voix, j'avais plus la couleur de ses yeux, la douceur de sa peau, j'avais presque plus rien. Et je me suis dit, ah non, pour le père, ça ne va pas se passer comme ça. En plus, on a des choses, il y a des choses dont il faut qu'on parle, donc on va en parler avant de... Si vous voulez, ce livre, c'était un peu... alors, au-delà de raconter la mort et son côté cocasse, terrible et cocasse, c'était aussi dernier inventaire avant liquidation, quoi, en quelque sorte. Voilà. Et donc, pour écrire ce livre, il m'a quand même fallu 4 ans en tout. Je suis arrivée en 2 ans jusqu'au moment du cimetière. Je ne sais pas qui l'a lu, qui ne l'a pas lu. Et puis après, 2 autres années pour finaliser. Et puis, comme c'était une démarche d'écriture, c'est-à-dire que c'était aussi écrire sur la mémoire de cet homme, mais également, quelque part, être publié. Donc, c'était une double démarche, entrer en écriture, en tout cas. Et puis, de toute façon, comme ça parlait de la mort, il fallait mettre un point final. À un moment, il a fallu le terminer, ce livre. Ça n'a pas du tout été facile. Ça m'a pris quand même un certain temps. Mais j'y suis arrivée et finalement, j'en suis assez contente. Vous pouvez en être contente, tout à fait. Enfin, le prix du Livre Inter, en plus, totalement, j'imagine que ça a été quand même pour vous un choc, non? C'est assez formidable, non? Un prix en plus décerné par un prix de lecteur, vraiment, dont Philippe Lançon était en 2020 le président du jury. Comment vous l'avez accueilli, ce prix du Livre Inter? Pour vous dire la vérité, j'avais précédemment eu un autre prix de lecteur qui s'appelle le prix Summer, qui est le prix du festival de Bron, après le Loing. Et donc, j'avais été saisie de bonheur de savoir que les gens avaient préféré mon livre à d'autres livres, en tout cas qu'ils avaient voté pour moi. Donc ça m'avait beaucoup touchée. Et vous savez, l'histoire des prix, c'est un peu étrange parce qu'on vous met sur une liste et puis tout d'un coup, ça vous donne une visibilité incroyable et tout d'un coup, vous êtes sur une autre liste, puis encore sur une autre liste. Et puis au final, c'est quand même des listes, par exemple, je ne sais pas si vous y connaissez en prix, moi je ne m'y connaissais pas forcément, mais il y a des prix des professionnels de la profession, par exemple le Goncourt, le Renaudot, Femina, toutes ces choses-là. Médicis, Femina, Voilà. tout ça, Et donc, à chaque fois, on m'avait mis sur la liste, mais c'est comme si on vous ouvre une porte et on vous disait au bout du compte, finalement, vous allez retourner chez vous, parce que bon, mais le fait que des lecteurs m'aient décerné le prix Summer et le prix Inter, là, ça a été pour moi une grande reconnaissance, une validation en tout cas de cette intuition que l'écriture, c'est ce que je savais faire, quoi, en tout cas.
Après, le prix Inter, j'y croyais pas trop. Il y avait il y avait des grosses pointures, hein. Il y avait Schnoz, il y avait Oui. Magnifique Bolo, il y avait voilà, donc je me disais oui, oui, le prix La Inter. concurrence était, oui, Enfin, importante. je voyais pas comment, j'étais contente de figurer sur cette liste, mais je voyais mal comment j'allais m'en Oui, sortir, quoi. J'y oui. croyais pas du tout. Et donc, quand Eva Bétan m'a téléphoné, bon, la pression montait, on s'était dit non, mais on va faire autre chose en attendant, on va jouer aux cartes, enfin bref. Et puis finalement, Eva Bétan m'a téléphoné à 19h et c'était quand même assez Oui. un choc, voilà. Un Enfin, un choc, choc, mais en tout cas, un choc positif, oui, bien sûr. voilà. Et Oui, puis c'était oui, aussi, comme ce livre, c'est porter la mémoire d'un disparu, un homme anonyme qui est mort anonymement dans une banlieue anonyme avec une vie de peu. Tout oui, d'un coup être propulsé, c'est-à-dire que mon projet qui était de porter la mémoire de cet homme au moins aux 300 personnes que je connaissais, tout d'un coup s'est transformé en espèce de vœu qui se réalise, en espèce de miracle. En fait, je voulais porter une mémoire d'un type anonyme et finalement, ça se retrouve nationalement lu en quelque sorte l'histoire de cet homme. Donc c'était, il y a quelque chose d'un peu miraculeux ou drôle en tout cas dans cette histoire. Au-delà du plaisir que ça m'a procuré, c'est évidemment assez amusant. oui. Alors, c'est un livre parfois dur, évidemment, puisque quand même, c'est le thème de la mort est toujours présente, hein, elle traverse le deuil est présent, mais c'est un livre drôle aussi, très amusant, un peu comme l'était votre père, finalement. Un peu une personne voilà, avec des contradictions et qui peut être très, très drôle par moments, comme nous tous, hein, on peut être aussi bon. C'est un livre humoristique, j'ai trouvé, d'une grande délicatesse, d'une grande tendresse, et il y a un travail sur l'écriture, sur la langue. Et on peut parler de la chanson peut-être, parce que la chanson, la musique, d'entrée de jeu est présente. Vous êtes avec votre frère Jean-François dans la voiture et vous mettez un CD de, je sais, au début du livre, voilà, je sais Barry plus, Ryan, oui. Barry Ryan, bon, qui va, voilà. Et ça va être, on va trouver Céline Dion, on en parlera sûrement vers la fin du roman. Il y a je trouve que dans votre écriture, il y a aussi ce rythme, ce côté très sonore, très, très, je sais pas, sonore chanté. Oui, il y a Voilà, des onomatopées ouais, aussi, peut-être il y a oui. un certain moment. Et vous avez beaucoup travaillé, ça, j'imagine, vous dites, vous l'avez écrit sur 4 ans, en 2 fois 2 ans, si j'ai bien compris. Donc, on sent qu'il y a. Là, est-ce que vous vous écoutiez vos phrases à haute voix? Est-ce que, par exemple, question que je pose souvent, mais que je trouve intéressante? Alors déjà, l'histoire de la musique, voilà. En fait, la musique, ça, enfin, comme plein de gens, j'imagine, ça habite ma vie vraiment. Et ça, pendant longtemps, comme j'étais pas autorisée à faire de la littérature, j'ai parlé de musique et de pop musique notamment. Donc, c'est devenu une espèce de domaine où je suis absolument calée. Oui, Et après, je trouve que les chansons, bien sûr, nous accompagnent. Il y a des bandes son dans nos vies, quoi. Voilà. Et parfois, il y a des bandes son qui surgissent à des moments opportuns ou inopportuns. ça peut Donc, par arriver, exemple, oui. la chanson, et ça, c'est des choses que je remarque. Par exemple, vous êtes dans un supermarché au rayon pâtes et il se passe, ça c'est Annie Ernaux hein, qui écrit ça dans le Journal du dehors. Elle dit qu'elle est au rayon pâtes et que tout d'un coup, il y a Voyage, voyage de Désirless qui surgit et que tout d'un coup, ça lui donne des envies d'ailleurs alors qu'elle est coincée à Cergy dans ce rayon sauce tomate. Enfin, voilà, bon. Oui, Et donc, ça me semblait important de faire figurer comme ça des morceaux de culture populaire, en fait, parce qu'en plus, il y avait cette histoire-là. Dans l'histoire d'écrire et d'être publié par rapport à oui, l'endroit où je viens, il y avait la défense de cette culture populaire. Il n'y a oui, pas la haute et la basse culture. Moi, j'ai été beaucoup, j'ai grandi dans ce chiasme, enfin, dans cette ambivalence, et ça m'a fait beaucoup souffrir, parce que je me disais, bah non, moi, je sais que j'ai pas tout, je sais pas ce que c'est que la révolution de 1848, j'ai pas lu Lévinas, il y a des choses que je ne sais pas. En revanche, je sais plein de choses sur la chanson. Donc, il y avait cette histoire-là. Et puis, la chanson de Barry Ryan, c'était un effet de contraste, puisque c'est une chanson des années 60, donc qui correspond à la génération du personnage du père. Et c'est aussi une chanson qui est tout à fait grandiloquente, avec des trompettes, des oui, violons, de la grosse caisse, tout ça, etc. Et évidemment, le contraste entre on vient de perdre son père, on est sur une autoroute déserte, et tout d'un coup, il y a cette enflure de musique qui surgit. Ça produisait un contraste qui était amusant. Voilà, on- Pour Céline Dion, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire comment les chansons, en fait, c'est aussi comment les chansons disent l'ineffable à notre place. Céline Dion, moi, j'ai mis 134 pages à parler de mon père, et Céline Dion, en 3 strophes, exprime exactement ce que je voulais dire. en 3 minutes, enfin 2 minutes, oui, c'est ça. Donc, Oui, alors, c'est pas que je suis spécialement fan de Céline Dion, mais c'est aussi un pan de la culture populaire, et parfois, les chansons ont autant de valeur, peut-être, qu'un long texte profond. Voilà. Donc c'était ça la musique. Bon, après la musique fait partie de mon monde. Les sons aussi, c'est très important. oui, Toute la cocasserie du réel qui s'exprime au moment de la mort, où tout est normalement très silencieux. C'est-à-dire quand quelqu'un meurt, il y a un silence qui s'installe. Or,
le réel continue d'advenir avec des klaxons, des poètes, des grincements, des choses comme ça. Et puis, au niveau de l'oubli aussi, c'est des choses qu'on oublie. Par exemple, on oublie très rapidement la voix de quelqu'un quand Oui, quelqu'un décède. Donc, je crois que c'était aussi quelque chose comme ça. C'était se souvenir de tous les bruits qui environnaient toute la vie, en fait. Parce que ce qu'il y a de très compliqué avec la mort, c'est justement cette histoire de silence. La personne ne parle plus, on ne parle plus, et puis le silence s'installe, et puis la mort, c'est ça. Donc, continuer à faire vivre quelque chose avec les sons, c'était aussi peut-être une manière de poursuivre la vie, de faire advenir la vie, de continuer à la faire advenir. mhm. Et quant au rythme des phrases, oui, donc étant sensible des oreilles, j'ai toujours fait attention par exemple, je lis mes phrases à haute voix pour Ouais. être sûre qu'elles sonnent et qu'elles tombent bien. J'ai fait beaucoup de musique dans ma vie aussi, j'ai fait beaucoup de violon, du piano, enfin, j'ai fait des choses comme ça. Et donc, c'est très important pour moi qu'un truc sonne, qu'un truc soit rythmé. Voilà, par exemple, c'est un truc que je remarque à la relecture, mais je trouve que, par exemple, j'avais des phrases en 3 temps. Il se passe ceci, virgule cela, virgule cela. Bon, voilà. Ah oui, Et ça, c'est un espèce de rythme qui est en moi, que je n'ai pas. oui. Naturel, quoi. Voilà, j'ai pas pu vraiment, je décide pas ça, vous voyez. Oui, oui, oui. Et quant à l'oralité, cette espèce de rythme comme ça, un peu coupé ou heurté, tout ça aussi, c'est pas. Si vous voulez, le travail, il est plus sur être sûr que la phrase tombe bien. C'est-à-dire que Oui, mais la sonorité sort un peu d'elle-même, c'est un peu malgré moi, vous voyez. C'est oui, juste vérifier que le truc tient debout et qu'on peut continuer. Voilà, c'est oui, plutôt oui. comme ça que j'ai travaillé, mais de fait, le son a beaucoup d'importance. Le son, et puis, si je parlais d'oralité, c'est aussi parce que vous avez le don, l'art d'intégrer dans les phrases aussi des expressions toutes faites qui sont finalement des expressions employées, j'imagine, au sein de certaines familles, au sein qui vont finalement être révélatrices, voilà, vous décrivez très bien les ambiances aussi, l'importance attachée aux objets du quotidien aussi, les objets que votre père trimballait. Alors, on en parlera peut-être plus tard, mais quand on est amené évidemment à arriver dans la maison où bien sûr il vient de décéder, j'y ai été confronté moi-même avec la mort de ma mère il n'y a pas très longtemps, c'est qu'est-ce qu'on va trier, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui a été important pour la personne, on n'en sait véritablement rien, parce que c'est très difficile. Donc toutes ces questions, finalement, sont très présentes dans le roman, Anne-Paulie. Vous souhaitiez, j'imagine, les mettre en avant. Enfin, Ouais, alors ouais. l'histoire des objets, c'est plusieurs choses. D'abord, ce que vous dites, la question très concrète de qu'est-ce qu'on fait des affaires, enfin, qu'est-ce qui reste de quelqu'un quand il est Oui. mort. C'est Mhm. terrible. C'est-à-dire que quand on sort de ce truc-là, on se dit, mais en fait, il reste que ça. Bon, il reste que ça. Bon, je sais pas, mais il reste un verre d'eau, un emballage de biscuits, un rouleau de sopalin, des lunettes, des chaussettes. Enfin voilà, c'est tout à fait bouleversant. Et aussi la question concrète, voilà, se pose de qu'est-ce qu'on va faire des affaires. Alors quand on a des tableaux de maître, des sculptures, des voitures de collection, c'est très bien ce qu'on va faire des affaires. Oui. Mais quand on a des boîtes à clous, des boîtes à tournevis, des vis plates, des vis longues, voilà, toutes sortes d'objets comme ça, des cartes d'arty, des boîtes vides pleines de rien, enfin voilà, toutes ces choses qui sont dans une maison et qui on se retrouve à devoir trier. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc mon idée, c'était justement de faire un inventaire. Et pour vous dire la vérité, le tout premier titre de travail Avant que j'oublie, c'était les affaires du mort. Ah oui. J'ai présenté ça aux éditrices qui m'ont dit ça n'a pas marché pour un premier roman. C'est une mauvaise idée. C'est un Oui. peu trop sinistre, d'autant que j'ai appris après, par la suite qu'on n'écrit pas mort sur une couverture, à moins que ce ne soit le genre du polar ou à moins que le mot mort soit contrebalancé par autre chose. Par exemple, trompe la mort, ça Oui. marche. L'amant des D'accord. morts, ça marche. Mais alors, les affaires du mort, elles m'ont découragée de persister dans cette idée. Et donc, Avant que j'oublie, c'était mon deuxième titre. Oui. Et voilà, et c'était un inventaire des choses, toutes ces choses. Et finalement, en nommant les objets, d'abord, ça permet des effets de contraste, parce qu'on peut assembler ensemble sur une étagère, par exemple, cohabitent ensemble des choses qui n'ont rien à voir. Donc, par définition, ça produit du contraste. Donc, par définition, ça produit de l'étrangeté, de la drôlerie. Voilà. Mhm. Et aussi de la tristesse, pourquoi pas. Et finalement, les objets disent aussi assez bien et assez vite d'où viennent les gens, c'est-à-dire le milieu social. Ça permet une esquisse sociologique d'un endroit d'où on parlerait. Par exemple, si je vous dis que quelqu'un porte un peignoir et boit du ricoré, vous savez tout de suite qu'on Oui. n'est pas au même endroit. Enfin voilà, c'est un endroit particulier. Il y a aussi, comme je vous le disais, des boîtes de gâteaux Lidl, etc. Donc voilà, les objets permettent ça. Et ils permettent aussi, surtout quand on les assemble de manière assez drôle,
de donner à voir non seulement le milieu social des gens, mais aussi les rêves qu'ils ont portés. C'est ce qu'on voit par exemple dans les brocantes. Vous voyez, il y a des étals dans les brocantes, les foires à tout, où il y a des caisses, et puis en dessous, il y a un livre, il y a apprenez l'allemand en 15 jours, le voyage en Thaïlande, les rollers, le manuel pour faire du tissage. Enfin, vous voyez, tout ce que les gens ont porté, finalement, quand on vit une maison, on est confronté aussi à ça. C'est-à-dire quelles ont été les passions, quels ont été les plaisirs et les aspirations de la personne qui est partie. Donc ça, c'était important. Je trouvais que ça décrivait, ça décrivait bien. Voilà. Et quant à l'oralité, vous parliez de ça juste avant, la manière d'intégrer les expressions un peu cash, voilà. cette écriture, finalement, vous le dites vous-même, hein, nous étions une famille, je crois, cash et trash dans ma jeunesse, je ne sais plus à quelle page. Je trouve que c'est assez frappant dans votre écriture aussi, c'est d'être très direct, d'aller vraiment, de toucher l'essentiel, de ne pas prendre de détours. En même temps, c'est efficace. Donc, est-ce que c'est la peine de tourner autour du pot pour dire quelque chose qu'on peut dire simplement comme ça? Enfin, bon, en tout cas, il y a aussi ça, c'est peut-être dû aussi à mon métier de secrétaire de rédaction, où il faut pitcher les trucs dans des toutes petites, voilà, les chapeaux au-dessus des articles, il faut résumer l'article. Donc, pas évident du tout. Ouais. Ouais. Alors, écoutez, le temps passe, on va demander au public, là, aux personnes qui nous suivent ce soir, de rebrancher leur micro et d'ouvrir à nouveau leur caméra pour vous poser des questions, peut-être vous faire part de leurs réflexions à propos donc d'Avant que j'oublie, votre premier roman publié chez Verdier, prix du livre inter 2020, Anne-Paulie. Donc vous avez la parole, c'est le moment, si vous souhaitez intervenir, allez-y. Je me demandais en fait comment on gère un beau succès comme celui-là sur un premier roman, et quel est le niveau de pression qu'on se met soi-même pour reprendre la plume. Mon but à moi, c'était d'être publié et d'être vu, en tout cas entendu. Voilà. Donc, ça c'est... Donc au départ, être publié, déjà, c'était énorme pour moi. Donc si vous voulez, le succès qui a suivi la parution de ce livre, je ne m'y attendais pas. C'est que du bonus. Vous voyez, pour moi, c'est un peu un alignement de planètes. C'était un peu pas par hasard. Je sais que je sais le faire. Mais bon, là, vraiment... Donc finalement, je ne me mets pas trop la pression. Il y en a un peu quand même, parce qu'il y a une attente, forcément. J'ai rencontré beaucoup de lecteurs qui m'ont dit on attend le deuxième avec impatience, etc. Donc ça fout la pression par rapport aux lecteurs, aux gens que j'ai rencontrés. Voyez, plus que... je me rappelle de ce monsieur qui s'appelait Jean-Charles à Bordeaux. Il m'a dit alors, on en est où? Enfin voilà. Et quand je vais écrire, je vais penser à Jean-Charles. Vous voyez, je vais me dire oh là là, qui peut penser Jean-Charles? Vous voyez. Donc la pression, elle est quand même un peu là au niveau de l'attente, mais en fait, il n'y a rien de pire que de se mettre la pression, c'est tout ce qui empêche d'écrire. C'est comme je vous expliquais l'histoire de la littérature patrimoniale avec des grandes majuscules. Si on se met à penser à tout ça, ça ne marche plus. Si je m'étais mise à lire tous les romans qui concernaient la mort d'un père, je n'aurais jamais écrit ce truc. Voyez. Donc je vais faire comme j'ai fait pour le premier, je vais me faire confiance. Et puis on va voir où ça va m'emmener. Après, ce succès que j'ai eu, il est inespéré, il est complètement... je veux dire, ça arrive très peu. Il y a des auteurs très très bons qui ne sont jamais remarqués, qui vendent 300 livres, etc. Donc, si vous voulez, la reconnaissance, elle est déjà telle que quand bien même ce serait moins important pour le second, ce ne serait pas très grave. Ce qui est sûr pour moi, c'est que je vais me faire confiance et que, si vous voulez, ça m'a prouvé, cette intuition, je l'avais depuis que j'étais enfant. Je sais écrire, il y a un truc que je sais faire. Maintenant, c'est validé. On ne peut pas dire le contraire. Merci pour cette question. Merci pour votre réponse. Écoutez, merci beaucoup Anne-Paulie donc pour Avant que j'oublie, votre premier roman, prix du livre inter 2020, donc aux éditions Verdier. Merci à la médiathèque de Grenade-sur-Adour de nous avoir accompagnés ce soir. Merci à tous les intervenantes et intervenants de la soirée là, qui ont posé des questions qui ont été très très dynamiques, je trouve, et très intéressants dans leurs interventions. Merci à Anthony Baqueta pour donc cette mise en ligne de cette rencontre, pour l'association Zone Franche. Donc vous pourrez retrouver bien sûr cette soirée, cette rencontre très rapidement là sur le site Medialand. Merci beaucoup Anne-Paulie d'avoir accepté l'invitation de la Médiathèque des Landes. Merci pour vos bonnes questions, merci pour votre présence, merci d'avoir pris la peine de lire ce roman. J'étais ravie de vous rencontrer, peut-être à une prochaine fois, qui sait.